Bonsoir, mesdames et messieurs. Le drame de Boumerdès continue de susciter colère, émotion et surtout de nombreuses interrogations. 28 morts et des dizaines de blessés, des familles endeuillées, des vies brisées. Et pourtant, au stade de l'enquête préliminaire, aucun responsable n'est officiellement désigné. Mais dans le même temps, les éléments rendus publics semblaient progressivement ont concentré les charges sur un seul homme, le chauffeur, sans être officiellement déclaré responsable. Tout semble être réuni pour orienter le regard vers lui, tandis que les éventuelles responsabilités liées à l'organisation, au contrôle, à la sécurité des transports et aux défaillances institutionnelles semblent rester dans l'ombre. Alors une question se pose, peut-on réellement comprendre une catastrophe en cette ampleur? Or, de cette ampleur, en se regardant que du côté du conducteur, car Boumerdès n'est pas malheureusement un accident isolé. Les drames routiers se succèdent, les morts s'accumulent et les familles continuent de payer le prix fort. À chaque tragédie, on cherche un responsable immédiat. Mais où sont les responsabilités en amont? Qui contrôle? Qui prévient? Qui sanctionne les défaillances? Et surtout, pourquoi ces catastrophes continuent-elles de se répéter? L'opinion publique est en droit de demander des réponses. Fuir les responsabilités, les concentrer sur un seul homme ou désigner un coupable ne permettra jamais de sauver des vies. Alors, après Boumerdès, une question demeure. Combien faudra-t-il encore de morts pour que l'on s'attaque enfin aux véritables causes de carnage routier en Algérie? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette émission. Reste avec nous. Encore une fois, merci, chers téléspectateurs, d'être avec nous. Et à partir de Bruxelles, j'ai le grand plaisir de recevoir l'avocat et défenseur des droits de l'homme, M. Maître Salah Debbouz. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Maître. Bonsoir, Sénateur. Bonsoir aux téléspectateurs et aux invités éventuels s'ils sont là, d'autres invités. Et merci pour l'invitation. Absolument, et bien sûr, il est avec nous l'autre invité, comme vous venez de le dire. À partir de télévision, Maître Majid Hachour, avocat et défenseur des droits de l'homme, j'ai le grand plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Ici, Maître Hachour, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Salim, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir Maître Debbouz. Merci pour l'invitation. Super, merci beaucoup. Donc, on va commencer avec cette infographe qu'on a préparée pour juste encadrer le débat. Drame de Boumerdès, l'enquête semble concentrer les responsabilités sur un seul homme. L'enquête préliminaire ne désigne officiellement aucun responsable des 28 morts et des dizaines de blessés. Mais elle accable implicitement le chauffeur, tout en écartant les autres responsabilités. Les autopsies et analyses ont concerné toutes les victimes, donc aucun doute sur l'identité du chauffeur. La descente d'El Karma ne présenterait aucun défaut, écartant la responsabilité liée à l'état de la route. La signalisation était présente, le chauffeur n'en aurait pas tenu compte. Le bus roulait à vive allure avant de dévier et de se renverser, conduite dangereuse. Les pneus étaient en bon état. Aucune responsabilité liée à leur état. Le chauffeur est au centre des soupçons. Des traces de stupéfiants auraient été retrouvées dans son organisme. L'enquête évoque aussi une situation irrégulière. Aucun contrat avec le propriétaire du bus. Sans l'accuser officiellement, l'enquête accumule les charges contre le chauffeur et écarte implicitement les autorités. Je vais commencer avec vous, Maître Salah Debbouz. Vous avez publié un post sur ce sujet qui a créé une grande polémique et beaucoup de réactions. Vous donnez l'impression que vous doutez de cette enquête et que
finalement, le fait de désigner le seul coupable, l'unique coupable, c'est le chauffeur, c'est de fuir la réalité, de fuir les vraies raisons? Vous savez, ce drame de Boumerdès, on peut l'aborder sur plusieurs volets. Alors, si maintenant vous voulez qu'on parle de ce que j'ai publié sur le post Facebook, là, il s'agit d'un volet de respect de la loi par les gens qui sont censés la faire respecter par les autres. C'est l'article 19, c'est ça? Voilà, nous avons un code de procédure pénale, code de procédure pénale. Ben, s'il y a un code de procédure pénale qui détermine les règles de la conduite d'une affaire au pénal depuis l'ouverture d'une instruction judiciaire et même avant, jusqu'au jugement, jusqu'à la Cour suprême, etc. Si nous avons ce code, il y a bien une raison. C'est des codes qui existent partout à travers le monde. Alors, c'est quoi la raison d'existence d'un code de procédure pénale? C'est d'abord pour permettre au travail de se faire dans le calme et pour s'approcher le plus possible de la vérité et pouvoir juger les affaires sereinement et sans pression et sans orientation. Et dans ce code de procédure pénale, ben, nous avons l'article 19 qui dit que le principe général, c'est que les enquêtes et les informations judiciaires, elles sont menées dans le secret, c'est-à-dire il y a le secret professionnel. Personne, même pas le parquet, ne doit communiquer les détails d'une instruction, d'une information, d'une information judiciaire ou d'une enquête avant au moins qu'elle soit bouclée définitivement, au moins. Donc, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas orienter les enquêtes, il ne faut pas perturber ces enquêtes. Or, aujourd'hui, nous voyons un parquet, un procureur général. Moi, j'ai été sidéré, j'ai été choqué de voir qu'il communiquait dans la deuxième fois au bout de moins d'une semaine et vraiment, il parle de détails de cette enquête, alors que cet article 19 prévoit dans des situations exceptionnelles que le parquet peut communiquer ou peut permettre aux officiers de la police judiciaire avec une autorisation écrite de communiquer, mais sur la procédure. C'est-à-dire, il vient pour dire, voilà quelle procédure qu'on est en train de faire. Pas plus que ça. Or, le procureur général a donné des détails qui peuvent être faux, qui peuvent être contestés au cours de l'instruction par n'importe quelle personne qui a le droit de contester. Donc on n'est pas encore arrivé au stade final que voilà le procureur général en train de dire des choses qui m'ont, moi, personnellement choqué. C'est pour ça que j'ai sauf que peut-être, Maître Deboué, c'est pas la première fois, hein, parce qu'on a eu beaucoup de cas, les incendies en Kabylie, la mort de Ben Smaïl. Il y a eu beaucoup de cas où le procureur général est intervenu au milieu de l'enquête et il a donné un petit peu les orientations comme ça. Peut-être, je sais pas, mais on parle de quand il y a un cas ou une affaire qui a créé un choc dans l'opinion publique, il intervient pour essayer d'éclaircir des cas bien précis. C'est pas ça? C'est pas une exception parmi les exceptions de la loi de 19? Écoutez, la loi, l'article 19, je vais le résumer en quelques exemples. Quand il y a une opinion publique agitée, que le procureur, d'ailleurs, c'est précisé dans la loi, que les autorités jugent qu'il y a des troubles qui peuvent avoir lieu ou des choses qui nécessitent l'éclaircissement de l'opinion publique. Il doit communiquer sur la procédure, c'est-à-dire qu'il va dire qu'effectivement il y a eu un accident de circulation, voilà dans quel endroit, le parquet s'est saisi de cette affaire, une information judiciaire est ouverte, il peut donner le nombre de victimes, il peut dire que nous sommes en train d'examiner les circonstances dans lesquelles cet accident a eu lieu. Mais il ne doit pas dépasser ça, c'est-à-dire il ne doit parler que de procédure. Il ne devait pas donner le nom du chauffeur?
Bien sûr, mais pourquoi alors on lit bien dans la presse LB, SF, Les initiales. pourtant, voilà, il y a toujours des initiales. Pourquoi aujourd'hui le nom complet? Ben parce que ce comportement du parquet, en vérité, il met même pour moi, il met la sincérité de cette information judiciaire en doute. Pourquoi le parquet s'est-il empressé de communiquer pour braquer tous les projecteurs pratiquement sur le cheval et 2 fois en une semaine? Pourquoi ça? Est-ce qu'avec cette communication, les morts vont se ressusciter? Est-ce qu'on a besoin d'une communication des détails, des secrets de l'enquête en urgence? Non, on n'a pas besoin de ça. Le parquet pouvait communiquer la procédure et s'en tenir à ça, et même dire que l'instruction est en cours, ça peut nécessiter le temps qu'il faut, mais l'opinion publique va être informée au bon moment des résultats de cette instruction judiciaire. Alors, aujourd'hui, parce qu'il y a violation flagrante par le parquet du secret d'instruction, que moi, personnellement, j'ai des doutes sérieux sur la sincérité d'abord des informations communiquées, et ensuite même des analyses dont fait référence monsieur le procureur général. Pourquoi je dis ça? Parce que par mon exercice, quand j'étais en Algérie, j'ai vu des membres de la police judiciaire fabriquer des preuves pour accabler certaines personnes qui étaient poursuivies, pour les charger au maximum, et c'est des preuves qui pouvaient conduire à la peine de mort. Et ça, c'était au su et au vu de certains juges même, et j'avais dénoncé à l'époque ça devant l'opinion publique par une vidéo qui est passée à la télé. Et donc, à l'époque, c'était Khabar TV qui avait filmé ça. J'avais montré les preuves de la fabrication de ces preuves. C'était un scandale. Et rien n'a été fait. Je n'étais pas moi-même poursuivi pour diffamation. Donc ça veut dire que c'est vrai. Ces éléments de preuve n'avaient même pas été discutés parce que c'était vraiment grillé. Mais rien n'a été fait pour poursuivre les gens qui avaient fabriqué. Donc, pour ces raisons, moi, j'ai des doutes sur même la sincérité des déclarations du procureur général et le contenu de ces analyses qu'il a évoquées. Très bien. Maître Hachour, j'aimerais écouter un petit peu quelques parties de la déclaration de ce procureur. J'en viens à vous pour continuer la discussion. On va écouter un petit peu le procureur général auprès du tribunal de Boumerdès. سائق المركبة هو المسمى ديب أسامة رحمه الله، وقد خلصت النتائج أنه كان يقود الحافلة تحت تأثير مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة الأصناف، وهو ما كشفه التحليل على جزء من عينة دم القلب. كما كشف التحقيق أن السائق توجه قبل يوم من تاريخ الوقائع، وذلك بتاريخ 30 جويلية 2026 صباحا إلى ولاية جيجل في رحلة سياحية، وعاد إلى مدينة العلمة بعد منتصف الليل قبل أن يعاود الانطلاق بعد سويعات من ذلك إلى ولاية بومرداس، طاقة استيعابها 51 راكبا بما فيهم السائق، بينما كانت تحمل على متنها 64 مسافر. تم تقدير سرعتها قبل بداية آثار الفرملة مباشرة عند مدخل المنعرج ب 121.63 كيلومتر في الساعة. فحص منظومة فرملة الخدمة والطوارئ لم يسفر عن اكتشاف أي أعطال سابقة للحادث. الطريق دخل حيز الخدمة بتاريخ 28 أوت 2025 لم تعاين به وقت الحادث أي حفر أو تشققات أو زيوت أو رمال أو مياه. يتضمن حواجز واقية مطابقة للمعايير، يتضمن إشارة تحديد السرعة ب 60 كم في الساعة، وإشارة خطر الانحدار
وخطر المنعرج. Maître Hachar, vous pouvez rebondir sur ce que le Maître Debbouze a déclaré, mais aussi, est-ce que vous comprenez ce doute qui s'installe à chaque déclaration des responsables, soit judiciaires ou autres, ou politiques? Sur chaque déclaration, il y a ce doute, ce débat dans l'opinion publique, il y a ce manque de confiance. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, Maître Hachar? L'article 19 du Code de procédure pénale qui était avant l'article 11, est-ce que vous m'entendez, Salim? On vous entend très bien. Donc je disais que l'article 19 qui était auparavant l'article 11 fixe certaines règles de communication. Le procureur des séances, soit procureur général ou procureur de la République, peut communiquer s'il voit qu'une affaire nécessite de le faire. Mais la communication doit résider doit être globale. Donc, ce que je veux dire par la communication globale, ça veut dire qu'elle ne doit pas englober certaines informations. Parce que certaines informations certaines informations sont toujours sujettes à caution. On remarque que là, ce que nous avons en communication, c'est comme on lisait les PV de police. Il y a des choses, c'est comme si on lisait le PV de police, alors que déjà, juridiquement, le PV de police est à titre indicatif pour le juge et pour toutes les parties. Donc, tant qu'on ne sont pas arrivés à un procès, un vrai procès, un procès équitable, un procès dans les normes, tout ce qui est dans les PV de police et tout ce qui est enquête préliminaire ou déclaration préliminaire sont toujours sujettes à caution et sont toutes relatives. Mais le plus comment dire, disturbing, ce qui Vous mettre à l'aise. On a avancé. Non, ce qui me met mal à l'aise, justement, ce qui me met mal à l'aise, c'est qu'on a avancé des choses comme cette histoire de vitesse à 110 km, cette histoire d'analyse, cette histoire de comment dirais-je, de frein ou de présence de frein. Donc vous aussi, Maître Hachar, vous dites comme quoi, au lieu, vous aussi qu'il y a une précipitation, peut-être le procès s'est précipité à donner ces informations, on n'aurait pas dû les donner maintenant? Ce que je dis, c'est qu'il y a des informations qu'on devrait donner à ce stade de l'enquête, vu la tragédie, vu l'accident, vu la pression de l'opinion publique et tout. Mais il y a des choses à dire. Si ça aurait été moi, je serais resté dans le global. Je dirais par exemple que si j'ai en ma main par exemple ces analyses, ces vocaux, je dirais pas qu'il y a, publiquement, je vais pas dire qu'il y a des vocaux ou qu'il y a des analyses, parce que ça relève de l'enquête de la police judiciaire. La police judiciaire remet son enquête et tout le dossier au procureur. Le procureur, s'il y a instruction, s'il décide qu'il y a instruction, il remet le dossier au juge d'instruction. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans cette norme. Par exemple, si je me permets, il y a eu quand même des témoins. Il y a eu des voyageurs qui sont victimes juridiquement, judiciairement. Les voyageurs sont victimes, les blessés comme les décédés sont victimes. Mais les victimes vivantes, la question, est-ce qu'on a posé la question? Est-ce qu'on a interrogé? Comment dirais-je? On a interrogé ces victimes. Ça, on l'a pas. Il y a une somme, déjà au départ. Au départ, on a eu malheureusement, au moins par oralement, il y a eu quand même une histoire d'ingérence de l'exécutif dans le judiciaire.
quand on déclare que la première déclaration, si vous vous souvenez bien, elle émanait d'une certaine institution qui a déjà Maître Hatta, puisque vous avez parlé de la déclaration de M. Sifi, on va essayer encore d'écouter ce qu'il a dit sur, comme vous l'avez bien mentionné, il a parlé du chauffeur. أين كم تقديم كل التوجيهات اللازمة للتكفل الأمثل بالجرحى وما عسانا إلا أن نقول إن الله وإنا إليه راجعون. والنداء الأخير لسائقي الحافلات: أرواح المسافرين أمانة في أعناقكم، أمانة في أعناقكم. Maître Haja, vous parlez de cette déclaration puisqu'on dirait qu'il oriente la culpabilité vers le chauffeur. Non seulement on oriente, mais on préjuge. On n'avait pas orienté ni à préjuger. Parce que le pouvoir judiciaire est autonome, le pouvoir judiciaire est indépendant. Et alors il dit dire que, par exemple, cette tragédie nous interpelle tous et que nous faisons confiance à la justice pour faire son travail ou comme on dit. Mais de là déjà à préjuger, c'est pas un acte politique. Je le comprends aussi, humainement, il y a eu l'émotion, etc. Mais un homme politique ne doit pas gérer les choses publiques d'une manière émotive et émotionnelle. Ça c'est d'un. De deux, regardez bien, le chauffeur est mort. Est-ce qu'on l'a interrogé? On peut pas l'interroger. Est-ce qu'il s'est défendu? Il ne pourra pas se défendre parce qu'il est mort. Mais pourquoi le mettre comment dire, le mettre en public? C'est surtout sa famille. Hein. Oui, le problème est là, c'est sa famille, c'est son village, c'est sa ville, c'est ses voisins, c'est ses amis. Alors que le secret de l'instruction et même le secret, même l'enquête préliminaire a des secrets. Il y a un secret qui débute depuis le premier acte de l'enquête judiciaire faite par la police judiciaire jusqu'au procès. On n'a pas à citer de nom par nom et prénom. Allah yarhamou, maître, Allah yarhamou. On aurait dit peut-être que c'est dû à un facteur humain et on en aura terminé. Mais de là à parler des gens, il ne faut pas parler des gens. L'article 19 autorise certaines choses, autorise la communication. Mais elle retient aussi que le communicant devrait avoir une certaine retenue. Et puis, dans la communication doit se faire dans le respect de l'instruction et de l'enquête. Et donc le doute le doute qu'on a vu, Maître Hachor, donc le doute qu'on a vu chez beaucoup d'Algériens, elle est justifiée par rapport à cette précipitation du procureur général, à cette déclaration que l'enquête, avant que l'enquête, plutôt l'enquête préliminaire, est-ce que cette précipitation a semé le doute et c'est justifié le fait de douter de ces déclarations? Non, mais loin de cette affaire. Il y a un problème qui se pose. On l'a dit, on l'a répété. Il y a une crise au niveau du discours. Il y a une crise au niveau du discours. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Al-Harrach. Est-ce qu'il y a eu une suite? C'est bon, c'est le chauffeur, on a jugé, salam alaikum salam, et en attendant le prochain. Et le prochain ou les prochains sont déjà arrivés. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de cet accident de Boumerdes, mais après Boumerdes, il y a eu Constantine, il y a eu Timimoun, il y a eu Gaïs hier ou ce matin, on a vu au moins les photos. Donc le doute et la crise au niveau du discours, c'est par rapport à quoi? C'est que notre pouvoir, le pouvoir est dans la réaction.
est-ce que nous avons tout le temps condamné? Est-ce que nous avons tout le temps dénoncé? Quand vous dites à Yassidi, j'ai vu une déclaration disant que 96% et quelques des accidents sont relatifs au facteur humain. Ah, Yassaha, on va accepter, si on l'accepte, parce que moi je ne l'accepte pas. Mais Yassidi, on va l'accepter. Le facteur humain, c'est qui? C'est le conducteur. Très bien. Le conducteur, il vient d'où? Il vient des écoles, des écoles de conduite. Les permis, ils viennent d'où? Ils viennent de l'administration. Ils sont examinés par qui? Par des ingénieurs. Qui dépendent de qui? Qui dépendent du ministère du Transport. Alors, quand vous avez au permis de conduire, ça je l'ai dit, messieurs, et je l'assume, je le dis, je l'assume, c'est des secrétaires d'écoles de conduite qui enseignent aux candidats le code. Vous trouvez ça normal? Quand il y a, c'est un secret de polichinelle, il y a au moins une infime, si je ne dis pas une majorité, une infime, de choses qui se passent au niveau des remises des permis de conduire. Je ne vais pas dire, je vais m'arrêter là par rapport à ça. Ah, il y a Zidou. Il y a eu des accidents. On avait condamné l'absence de pièces de rechange. On avait condamné l'état des routes. On avait condamné la sécurité des routes. Depuis l'accident de l'Harash jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait? Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'arrêter quelqu'un ou de mettre le temps sur quelqu'un, clore le dossier et à la prochaine et en attendant la suite. Non! On va parler de cas isolés. Si ça s'arrêtait qu'à un seul, 2 accidents. Mais ils sont quotidiens. Ces accidents-là sont quotidiens. Et catastrophiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ça? Et comme ils disent, nous avons négatif. شوف الطرقان وين في بردان وين في لابيس درو مازال on parle encore de regardez les pages sur Facebook qui ont pour thème les pièces de rechange. Allez-y voir ces pages. C'est système d'équilibre. C'est terrible. Tout à l'heure, j'ai eu un truc, il y a les véhicules chinois sautiers qui ont un peu des cylindres blocs un peu fragiles. Il y a eu quelqu'un qui a proposé quoi? Il a proposé des cylindres blocs de la Renault 19. Lui, il dit avec les cylindres blocs de la route de Renault 19, vous allez mettre fin à ce problème de cylindres blocs. Et le Hawaïa, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? C'est terrible. Maître Hachour, je reviens à vous. Maître Debbouze, vous avez entendu M. Sifi. Est-ce qu'on peut dire comme quoi c'est une ingérence dans le travail de la justice? Parce que Maître Hachour parle de l'indépendance de la justice, on doit la laisser travailler. Vous pensez que la déclaration de Sifi, c'est pas la même, même l'affaire de Harash, on a entendu la mise de transport au moment de l'accident. Il avait dit la nuit, même juste quelques minutes après l'accident, comme quoi, voilà, c'est les chauffeurs. Est-ce que c'est une façon d'orienter l'enquête? Est-ce qu'il a le droit de faire des déclarations pareilles? Tout à fait. Écoutez, pourquoi il y a l'article 19? C'est pour ça, l'article 19, qui était l'article 11, comme disait Maître Hachour, il précise, ce n'est pas des retenues, avec tout le respect que j'ai à Maître Hachour. C'est vrai, l'article 19 dit qu'il ne faut pas... D'abord, il commence par le secret d'instruction. C'est une exigence. Après, il y a l'exception. Mais l'exception, elle précise dans quel domaine le ministère public ou la police judiciaire, sur autorisation du ministère public, peut communiquer. Elle précise bien, c'est-à-dire, il peut communiquer sur... il peut rendre public des éléments objectifs
tiré de la procédure, ne comprenant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Alors, des éléments objectifs tirés de la procédure et qui ne comportent pas de charges, etc. Est-ce que le procureur a fait ça? Non. Pourquoi cet article existe? Justement pour empêcher que les instructions, enquêtes et informations judiciaires ne soient orientées. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est une vraie orientation de cette enquête parce que juste avant, pas juste avant, depuis l'accident de Harraj, pardon, excusez-moi, depuis l'accident de Harraj jusqu'aujourd'hui, l'opinion publique n'arrête pas de dénoncer, notamment et surtout, la non-importation de véhicules neufs comme des bus. Vous avez vu l'état du bus? Il est complètement, c'est-à-dire normalement il devait être réformé. Et le manque d'importation de pièces de rechange. Quand il y a eu l'accident de Harraj, le ministre du Transport, qui est devenu aujourd'hui aussi ministre de l'Intérieur, donc il avait promis que dans un peu de temps, des centaines de milliers de bus neufs vont arriver pour c'est-à-dire remplacer les plus anciens. Ils ont commandé 10 000. D'après il y avait une réunion, une réunion ministérielle et oui. Ils ont commandé 10 000 bus. Mais alors, on ne voit pas les 10 000 bus, on ne les voit pas. On voit des bus anciens et on voit toujours des accidents. Et donc, il y a eu un défaut. Il y a eu une mauvaise gestion et une mauvaise politique que, avant même le Premier ministre, avant la déclaration du Premier ministre, Tebboune avait parlé de Irhab al-Turuqat. Ça veut dire qu'il avait lui-même commencé à orienter cette information judiciaire. Il fallait à tout prix coller cette affaire aux chauffeurs pour éviter que les gens qui sont déjà très très en colère par rapport à cette mauvaise gestion du secteur de transport, pour un choix de politique qui a fermé toutes les ventes d'importation et donc qui coûte très cher aux usagers du matériel de transport de façon générale. Et donc, pour ne pas que cette colère qui était orientée vers cette mauvaise gestion ne soit pas fixée sur ce drame, ben, ils ont, à mon avis, ils ont l'anticipation et la violation de l'article 19. Moi, je mets en doute la sincérité même de cette enquête. C'est-à-dire, on peut être devant une fabrication de preuves contre une personne qui ne peut plus se défendre. Et je le répète encore, je dis ça parce que j'ai constaté ça dans d'autres dossiers. Quand il y a un dossier qui intéresse les autorités et qui peut porter atteinte à leur choix politique, eh bien, j'ai remarqué qu'ils interviennent pour orienter l'instruction et l'enquête dans un sens qui peut l'éloigner de leurs responsabilités, et ils peuvent aller jusqu'à fabriquer carrément des preuves, et des preuves qui peuvent être très très graves, sans scrupule. Et donc c'est pour ça que moi je dis que la violation par le procureur général de l'article 19 n'est pas fortuite, n'est pas hasardeuse. C'est pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit, mais il y a bien un objectif, et cet objectif est déjà trahi par les orientations politiques du chef de l'État et de son Premier ministre. Très bien. Maintenant, c'est vrai que le sujet d'aujourd'hui, c'est le drame du carnage de Boumerdès, mais en regardant l'image plus large, c'est les accidents qui se produisent chaque jour. C'est des milliers 41 000 en 7 mois. Il y a eu 41 000 accidents en Algérie, accidents routiers. On va essayer d'écouter ce représentant de la protection civile qui a donné ce bilan. Il a donné un bilan de 1er janvier 2026 au 2 août 2026. On l'écoute, c'est vraiment des chiffres terribles. عدد الحوادث المسجلة من 1/1/26 إلى غاية 2/8/2026 41194 حدث مروري. عدد التدخلات التي قامت بها مصالحنا 70895 تدخل.
عدد الجرحى الذين كانوا ضحايا الحوادث المرورية وتم إسعافهم من قبل مصالحنا في عين المكان وتحويلهم على جرح السرعة إلى أقرب مركز صحي. 51178 جريح من مختلف الإصابات ومن الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية. عدد الوفيات المسجلين رحمة الله تعالى عليهم في هذه الفترة التي نتحدث عنها رقم مذهل جدا، 1139 قتيل. أنا أضع كلمة قتيل لأن هذه الأرقام تشبه أرقام الحروب الأهلية أو الحروب ما بين الدول. Maître Hachour, il parle de plus de 1000 morts et pour lui c'est une théorie, c'est comme si on était en guerre. C'est vrai que, ok, on va dire comme quoi peut-être c'est la faute au chauffeur, ce qui s'est passé à Boumerdès, mais les 41 000 accidents, des dizaines de milliers de blessés, des centaines de morts, il n'y a aucun responsable dans tous ces drames. On n'a jamais entendu, je sais pas, juger un responsable, soit parce que la route n'était pas bonne, ou peut-être parce que le pont n'était pas bien fait, ou peut-être il y avait un manque de pièces détachées. C'est ça ce qui fait douter les Algériens. Quand on se concentre sur un problème, mais la grande image, c'est que les accidents sont quotidiens et personne n'est jugé sur, je veux dire, parmi les responsables. Mais c'est toujours la faute au peuple pour eux. Ce n'est jamais la faute à eux. Ils ne sont jamais assumés. Regardez ce qu'a dit l'honorable pompier. 41 000, ça ressemble à une guerre. C'est pas moi qui le dis. Comme ça, qu'on ne me reproche pas de l'avoir dit. C'est le pompier qui l'a dit, qui vient de le dire. Ils peuvent reconsulter la vidéo. 41 000, c'est pas rien. 41 000, c'est pas des faits isolés. C'est pas des accidents isolés. Ouais. Mais je disais, au lieu de s'assumer, au lieu qu'ils s'assument, ils accusent le peuple. C'est toujours le peuple qui est fautif. Parlons-en de ces problèmes. Parlons-en de ces problèmes. Ce matin, il y a eu le ministre du Commerce intérieur. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les prix sont vraiment raisonnables et que les gens achètent. Le batata, elle est la pomme de terre, le batata, elle est de 110 à 130 dinars. Les fruits coûtent minimum de 350 à X prix. La banane, regardez la banane, ça me fait vraiment rire. À l'époque, ils ont fait tout un rémiminage concernant cette question de banane. Ils ont même emprisonné des gens qui vendaient plus que 400 dinars le kilo. Aujourd'hui, la banane, elle se retrouve à plus de 1000 dinars ou plus. Est-ce qu'on a emprisonné quelqu'un cette fois? Non. La pomme de terre, elle est de 110 à 130. Les gens sont fauchés, excusez-moi du terme. Ils sont dans l'incapacité de s'assumer en termes de le plus bas, ya Rabbi. Le mec là. Ailleurs, cette question d'alimentation, la question du vestimentaire, ils les ont liquidés, ce n'est pas un problème. Non, احنا مازلنا نعيشوا بشحال البطاطا شحال الثوم شحال لابياس مثلا لابياس هنا ولاش الا كاين عندنا لابياس ولا ما كاش لابياس. Regardez bien les véhicules, on a commencé à importer des véhicules, je pense à partir de 2007. En 2011, il y a eu un pic d'importation jusqu'à 2015. Aujourd'hui, regardez le parc routier. Il dépasse les 10 ans. Il dépasse les 10 ans. Et la pièce de rechange n'a pas suivi. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ont fermé l'importation. Ils ont tout fermé. Alors, pour sauvegarder le maigre pécule des milliards de dollars qui est resté de la grande caisse quand il y avait l'amélioration des prix du pétrole. Il faut le dire. Dis-vous la pièce. Et puis autre chose. Je parlais du ministère du Transport. Quand il s'agit de regardez, j'ai eu une expérience
personnel à travers ces compagnies, ou ces compagnies, je parle de compagnies, ces groupes d'organisateurs d'excursions qui ont pour pseudo des compagnies de tourisme. C'est les organisateurs des excursions. On est parti avec un bus qui n'avait même pas de phare. Ça va? Il a traversé tous les barrages. Ça va? Donc ce problème-là interpelle tout le gouvernement. Si elle interpelle tout le gouvernement, c'est qu'elle interpelle tous les politiques de ce pays. C'est un problème, c'est pour ça que c'est un problème politique. Et c'est un problème de volonté politique. Est-ce que nous sommes pour ce peuple? Est-ce qu'on veut préserver ce peuple? Est-ce qu'on veut sauvegarder ce peuple? Est-ce qu'on est au service de ce peuple? Ou au contraire, c'est le peuple qui est à leur service? C'est lamentable. Très bien, très bien. Maître Debbouze, si on parle de ces drames, parce que nous, on est en train de parler des drames routiers, mais il y a d'autres drames, le Harraka, il y a d'autres, plein de drames pareils. Ce silence, c'est de l'embarras, parce que ils veulent donner l'image, comme quand l'Algérie, le Mouadjizat, donc ces sujets qui peuvent un petit peu dérailler cette Al-Jazair Jadida, on les ignore. En ignorant Debbouze, est-ce que c'est une solution? Parce que le Harraka, on en a parlé cette semaine, c'est un phénomène qui s'aggrave de jour en jour, les accidents, mais il n'y a pas, on dirait qu'ils ne prennent pas au sérieux, malgré des dizaines et des dizaines de morts. Vous savez, Tebboune, lors de sa dernière rencontre avec les deux journalistes, il a dit quelque chose de lui qui est très révélatrice. Il a dit que moi, je suis têtu. Il a dit que tout le monde sait que moi, je suis têtu. Il l'a dit comme ça, explicitement. Donc, quand vous avez devant vous quelqu'un qui est têtu, une personne qui est têtue, quand elle fait un mauvais choix, elle ne change pas d'avis. C'est-à-dire, même si le ciel tombait, il ne va pas changer d'avis. Il a fait un choix politique de fermer toutes les vannes et de laisser le peuple dans la misère. Parce que pour lui, il pense que l'aqliya تاع بكري, tu vois. زعما بكري يقول لك وليدك جوعوا باش يولي حرش باش يولي خشين. Alors, il est venu avec cette mentalité. Moi, je critique la politique de Tebboune et de son gouvernement parce qu'ils font trop de mal au pays. Et on ne peut pas rester comme ça à dire oui, ça va, mais ça ne va pas du tout parce que le peuple est en train de crier la douleur qu'il subit tous les jours. Et nous entendons ça, le monde entier l'entend. Donc il y a un mauvais choix politique. Pourquoi il y a un mauvais choix politique? Parce que d'abord, il y a un système, une organisation d'État qui ne convient pas à l'architecture et à l'organisation d'un État et d'une société moderne. C'est une organisation qui tire ses repères de l'après-deuxième guerre mondiale. Vous voyez, donc c'est pas la gestion en associant la société, c'est la gestion en excluant la société et en la réprimant et en l'obligeant à subir ce qu'elle doit subir parce que les dirigeants pensent que c'est ça le bon choix et que la société et le peuple ne comprennent rien, ils ne sont pas conscients, il ne faut pas leur expliquer, il faut les soumettre à la pression qu'il faut et ils pensent que c'est dans le bien de la société. Ça, c'est la mentalité de l'après-deuxième guerre mondiale et elle continue. Cette mentalité, cette forme d'organisation de l'État, parmi les premiers dégâts très très importants qu'elle fait, elle exclut les compétences parce que ce sont des gens qui dérangent cette forme d'organisation et elle capte j'allais dire, les gens qui ne sont pas du tout compétents. Alors, qui dirige maintenant l'Algérie? C'est quelqu'un qui n'a ni une formation politique, ni une formation diplomatique. Sauf que Maître Debbouze, quand on met sous silence des événements pareils, comme je viens de le dire, le Harraka, les accidents de la route, il y a plein d'autres, le phénomène de la drogue, en passant sous silence, en ignorant ces phénomènes, vous pensez, peut-être eux, ils pensent que c'est ça la solution, ils laissent le temps au temps pour régler ces
ces problèmes, ou peut-être parce qu'il n'a pas encore trouvé les compétences nécessaires pour faire face à ces phénomènes? Parce que c'est terrible quand même, il y a chaque jour. Ils ne peuvent pas trouver de compétences parce que s'ils ramènent des compétences, ces compétences-là, ils vont prendre leur place, ils vont les exclure. Donc, ils ne peuvent pas. La nature du régime, comme je disais, c'est ça. C'est de ramener des gens qui ne sont pas compétents, qui ne cherchent pas à comprendre, comme on dit en arabe. Et puis, ils pensent que les sociétés doivent subir et ils ne voient pas le danger. Donc, comme je disais, ce n'est ni je parle de Tebboune et toute l'équipe qui l'entoure, et même Chingreha, parce qu'il est associé dans la gestion des affaires publiques. Alors, ces gens-là, ils n'ont ni formation politique, ni formation diplomatique pour savoir bien présenter les choses, ni formation de management, de dirigeant. Donc, ils ont ces trois éléments très importants pour un dirigeant politique, pour un chef d'État, pour quelqu'un qui peut occuper une fonction publique. Il faut au moins ces trois éléments-là, avec la bonne foi et avec tout le reste, mais il faut au moins sur le plan technique, ces trois éléments. Ces trois éléments, ils ne les ont pas. Tebboune, c'est quelqu'un qui a passé sa vie dans un bureau, et Chingreha, c'est quelqu'un qui a passé sa vie dans une caserne. Ils sont très très loin d'un dirigeant d'État qui peut être communicatif et qui peut comprendre la société et qui peut créer une symbiose. Qu'est-ce qui les motive? On ne sait pas. Nous, on est en train de commenter les conséquences, mais les causes, on ne peut pas les savoir, on peut juste les deviner. Moi, je peux deviner qu'ils sont motivés par des intérêts personnels. Pourquoi? Parce que quand ils sont malades, ils sont soignés à l'étranger. Les recettes du pays, qui sont essentiellement dues aux ventes des hydrocarbures, sont gérées du passant très opaque, on ne sait pas comment ils vont gérer, etc. Donc leurs enfants, ils sont tous à l'étranger, mais aux frais de l'État. Même moi, je suis à l'étranger, mais moi, je ne profite pas des largesses de l'État et je ne profite pas. Je suis installé à l'étranger par mon choix et avec mes propres moyens. Mais quand on voit que des gens travaillent dans des ambassades, ils occupent des fonctions publiques avec un très fort salaire, ils bénéficient de passeports diplomatiques, on dit que les gens qui tiennent le pouvoir font bénéficier leurs proches de certains avantages qui ne sont pas accordés aux autres. Très bien. Maître Hachour, parce qu'encore une fois, c'est par amour au pays, parce qu'on regarde nos enfants mourir, nos familles endeuillées, c'est ça qui nous pousse à attirer la sonnette d'alarme. C'est le moment, Maître Hachour, attirer la sonnette d'alarme pour le pouvoir, parce que ignorer les drames, ignorer les causes des drames, ça peut jamais, ce n'est pas une solution, ça peut jamais régler les problèmes, et ça peut que s'empirer. Peut-être il faut qu'ils comprennent ça, c'est Majid. Quand on évolue dans un pays fermé, dans un pays qui tient le monopole en conviction et en religion, quand on est en plein délit, qu'est-ce qui va se passer? La dernière fois, il n'y a pas 2 semaines ou 3 semaines, dans la conférence de presse, ils ont reconnu que finalement, opprimer l'opposition, réprimer l'opposition, c'est ne rien comprendre. Alhamdoulilah. Ils ont compris que finalement qu'il faut qu'il y ait une opposition, mais qu'ils comprennent aussi que le monopole ne mène à rien. Que les pays, la mode de gérance, la mode de gouvernance, parce que j'ai cité la fermeture, le monopole, le délit, j'ai oublié la non-gouvernance. Non-gouvernance, pourquoi? C'est à cause de ce monopole, le monopole de tout. Le non-malignance politique, non-malignance économique, de désertification politique. Mais ils ont découvert que finalement s'opposer ou réprimer l'opposition, c'est ne rien comprendre. Très bien, mais j'aimerais bien qu'ils comprennent aussi que le monopole ne mène à rien. La mode de gouvernance, pour qu'il y ait gouvernance, c'est la régulation. Il n'y a pas de pièce de l'échange, ce n'est pas à l'État de prendre en charge ou d'importer.
C'est pas à l'État d'importer, je suis désolé. Il y a des investisseurs, il y a des coopérateurs qui peuvent le faire. C'est pas à l'État de s'occuper de l'Adès, je ne mets pas un conseil de gouvernement pour discuter de l'Adès, de macaron, etc. Mais c'est tout ça que nous condamnons, et c'est tout ça que nous, c'est sur ça que nous sommes en train d'alerter. Absolument. S'il y avait l'indépendance judiciaire, le juge sera libéré et respectera bien l'article 19. Parce que l'article 19, je sais qu'il lit et le comprend. Voyons, c'est des juges, c'est des magistrats. Mais il faut se demander pourquoi. Parce que le juge chez nous n'est pas libre. Le législateur chez nous n'est pas libre. Parce qu'il est mangé par l'exécutif. Très bien, Maître Hachou. Est-ce que nous sommes en train de condamner? Super. Merci, Maître Majid Hachou. Merci beaucoup. Avocat défenseur des droits de l'homme à partir de Tizi Ouzou. Je vous remercie, Monsieur Maître Salah Debouza, avocat défenseur des droits de l'homme à partir de Bruxelles. Et bien sûr, je vous remercie, chers téléspectateurs. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous à demain. Salam alaikum wa rahmatullah.